Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS avec Julien Dacosta. Et je suis Loïc Prigent. On vous a quitté, on était en train d'aller chez McQueen dans une espèce de tornade d'orage. Enfin voilà, c'était pas un orage, mais c'était une grosse pluie. On a marché pendant 10 minutes à peu près. On est arrivé devant un espèce de trou. C'est-à-dire que c'était carrément, il fallait descendre dans les méandres d'un espèce de blockhouse, de parking. Il était 20h et quelques, le défilé a eu 1 heure de retard. Il faisait très froid, on était mal assis sur des espèces de balles bizarres, rondes, avec une couverture verte d'un vert anis vraiment particulier. Et je vois Karine Roitfeld qui met la couverture sur elle et qui réalise avec effroi que la couverture bouloche en vert. Et là, je me suis dit, quand au show à 1 heure de retard, t'as intérêt de les remettre de bonne humeur parce que c'est pas du tout. C'est pas gagné, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas facile du tout de faire un défilé le samedi soir, surtout un premier, à l'autre bout de Paris, sous la pluie, dans un parking. Froid, avec des couvertures vertes qui peluchent sur ton cachemire noir, sur ta robe Tom Ford à 10 000 là. Ouais, t'as intérêt à envoyer du lourd. Et franchement, j'ai adoré le défilé. Un très bon premier défilé. Sachant que je sais pas combien de temps il a eu pour faire sa collection, mais je pense qu'il faut toujours avoir une indulgence sur les premiers défilés parce à Moschino, ils avaient commencé le 10 janvier, une collection qu'on a vue le 20 février, un truc comme ça. Enfin, il faut avoir de l'indulgence pour les premiers défilés. Oui, surtout quand on arrive dans une maison qui a une histoire, parce que c'est vraiment pas un exercice facile d'arriver à vulgariser tout ce qu'on vient d'apprendre sur cette maison et de en plus inscrire sa patte. Donc oui, il faut toujours être indulgent sur la première collection d'un designer dans une maison. Regardez la première collection de Marc Jacobs chez Louis Vuitton en 97. C'est pour moi l'exemple type. Moi, j'adore ces défilés parce que souvent, c'est les défilés les plus critiqués. À chaque fois qu'un designer arrive dans une maison, il a rarement l'unanimité, c'est assez rare, donc c'est toujours hyper intéressant à filmer et hyper intéressant à analyser. Donc un défilé assez intense, il y avait Sinéad O'Connor en musique, il nous a expliqué que le premier vêtement qu'il a fait en arrivant, c'était une robe en verre brisé, parce que son téléphone ce jour-là était cassé à ce moment-là. Et à force de regarder son téléphone, ça a dû l'hypnotiser, l'inspirer. Et Sebastian Croft, qui est l'acteur qui joue le méchant dans Heartstopper, était devant moi, dans un t-shirt en verre brisé. Donc la variation t-shirt. Ça avait un côté disco comme ça, mais dangereux. Ouais, mais hyper bien fait. Surtout, techniquement, c'était hyper fort. Il y a des démarches très menaçantes de pas mal de garçons. Il y a les chaussures, les meilleures chaussures qu'on ait vues de la saison, j'ai l'impression, qui sont une espèce de talons aiguilles de Satan, j'ai l'impression. C'est les talons du Minotaure, c'est-à-dire qu'il y a des fers à cheval et des sabots à cheval sur le devant de la chaussure, et il y a d'autres chaussures qui, à l'arrière, ont une queue de cheval. Moi, j'ai adoré ça. Enfin, c'était assez intense. La première tenue, la mannequin, les bras pris dans une espèce de matière comme un truc de sac poubelle, mais qui a quand même un rendu un peu luxe. Il y a beaucoup de mailles très spectaculaires qui me rappellent les défilés des années 2000, 99-2000 de McQueen, où il avait eu toute une tendance comme ça, homme des cavernes, femme des cavernes. Et les 3 derniers passages, hyper impressionnants, des femmes prises dans des carcasses de voitures, pas des carcasses, des carènes de voitures, parce que c'était en très bon état, c'était pas du John Chamberlain cabossé. Et en fait, c'était un hommage au père de Sean Maguire qui est carrossier. Et Sean Maguire qui m'a expliqué que son sens des couleurs vient des carrosseries qu'il a vues chez son père. Et donc, il aime un rouge Ferrari, il aime le jaune Maserati. Ça promet de plein de choses assez délirantes. Mais il me semble que la critique va lui tomber sur la gueule, quoi. Ah ouais, tu le sens? Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une joie à brûler quelque chose, quoi. Ah oui, t'as vu des visages fermés Ouais, on sentait que les gens n'ont pas aimé ce défilé. Et ça fait aussi partie de l'histoire de l'ADN de la maison, dans la controverse. Et j'étais le premier à adorer, détester des défilés de McQueen quand il défilait à Paris pour Givenchy, par exemple. Et je pense que c'est une maison qui doit sa célébrité au scandale. Le défilé qui s'appelait The Rape of Scotland, c'est ça? Ou The Rape of Highland, je sais plus quoi. Il y a une première collection hyper choquante qui est aujourd'hui encore vraiment clivante si tu la sors, de McQueen qui, en 95 à peu près, crée la mythologie totale de la maison. Donc je souhaite à personne de se prendre une cabale, mais je pense que s'il se prend une cabale, ça sera dans l'ADN de la baraque. Et donc du coup, allons nous coucher et demain nous allons, première heure, chez Balenciaga. Réveille tôt. Oh là. Tu seras prêt à te réveiller? Ouais, pour Balenciaga, bien sûr. Bah voilà. Hey, on sort de Balenciaga. Intense. J'ai mal aux yeux. J'ai ri pendant tout le défilé.
Franchement, je me suis marré tout le défilé. Ça m'a mis de bonne humeur. J'avais l'impression de faire Space Mountain, tu vois, une attraction Disney, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement divertissant, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement surprenant, qui fait des rebonds et un grand 8, quoi, qui te tourne la tête, qui s'amuse à te surprendre et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est toujours une expérience vraiment en immersion à Balenciaga. C'est toujours un peu fou ce qui nous arrive. On ne sait pas dans quoi on rentre, on ne comprend pas le décor, on sait toujours qu'il va se passer un truc. Donc on arrive, c'est des écrans LED qui en fait recouvrent tout du sol au plafond et qui en fait au départ, avant que le défilé ne commence, ça projette des images de murs en fait avec des jeux d'ombre et de lumière. Donc on voit juste des murs en béton en fait, mais sur des écrans. Façon Tadao Ando. Donc c'est comme si on entrait, donc on est dans une caisse, une tente éphémère au dos des Invalides, et quand on entre tout d'un coup dans un immeuble de Tadao Ando avec du béton brut. Et dès que le défilé commence, les maîtres de l'illusion, exactement, que des images 3D qui vont se succéder jusqu'à un paroxysme délirant. Et moi, mon moment préféré, c'était quand il y a eu Paris. Plein de tours Eiffel foireuses mal faites par les chats GPT, les Sora, et l'autre, c'est Dali. Donc, il laisse les défauts. On laisse le côté, ces images générées par des machines et qui sont souvent hyper approximatives. Et donc ça donnait une vision de Paris qui digurgitait de machines comme ça, c'était très drôle. Et la collection, elle est comme ça un peu aussi. Et donc Demna, à la fin du défilé, on ne dit que son prénom, pas par familiarité, mais parce qu'il demande à n'être appelé que par son prénom, comme Prince ou Madonna, et on respecte ça. Alors le scoop, on a pu filmer sa tête, incroyable. Enfin Demna, depuis 2015, Demna demande à ce que je ne filme que ses mains quand il parle, enfin que je filme pas sa tête en tout cas, et du coup je me retrouve à filmer ses mains, et là pour la première fois il m'a dit si tu peux filmer ma tête. Incroyable. Donc j'ai filmé de face Demna, et il dit que un des défis qui s'est mis sur cette collection, c'est fait une fringue en 1 minute. Et c'est pour ça que je me marrais, je pense, pendant le défilé, parce que cette espèce de bricolage, d'improvisation, elle se ressent, même si c'était évidemment pas du tout bricolé et cette minute n'était que conceptuelle et que Balenciaga, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir passé 1000 heures sur chaque fringue, je pense. Elle se ressentait quand même. Donc il y avait un vêtement sac à dos, très très drôle. Ouais, génial ça. Il y avait un bracelet, c'était un iPhone qui pendait, il y avait des vestes qui étaient scotchées à l'avant ou à l'arrière, il y avait plein de jeux comme ça, il y avait une robe qui était faite uniquement de soutien-gorge. C'était marrant de celle-ci. Et à côté de ça, il y a la première tenue qui est une tenue haute couture, littéralement, complètement fabuleuse, et je crois même que c'est une citation des archives de Cristobal Balenciaga. Alors, attention, j'ai demandé à un peu tout le monde qui était spécialiste de Balenciaga leur avis sur la série télé Balenciaga. J'ai demandé à Daniel Slavik si elle avait regardé. Daniel Slavik, la mannequin cabine de Balenciaga, elle a dit que c'était bien. J'ai demandé à Demna s'il aimait la série, et il aime aussi. Il n'a pas fini, mais il m'a dit que dans plusieurs scènes, il s'est dit « Ah tiens, j'aurais fait comme lui ». Ah, génial. Ouais. Maria Grazia Chiuri a regardé la série aussi, elle a adoré aussi. Donc tous les gens de la mode sont fixés. Il y a beaucoup de séries sur la mode en ce moment. Celle qui est en train de scotcher tous les gens de la mode, c'est vraiment la Balenciaga, parce qu'elle a l'air d'une rigueur et elle a l'air d'avoir pas mal de scoops quand même sur comment travailler Balenciaga. Oui, visuellement, elle est assez juste. On voit pas mal de vêtements. Et surtout, c'est un peu un scoop, cette série, parce qu'on connaît assez mal la vie privée ou la vie tout court de Cristobal Balenciaga. Et donc là, dans la série, on peut vraiment découvrir des aspects de sa vie, et c'est assez dément. Sa vie amoureuse. Oui, surtout ça, voilà. Sa vie amoureuse. Il roule des pelles. Amoureux de Hubert de Givenchy. Oui, en plus, oui. Il n'y a pas de pelle avec Hubert de Givenchy. Je veux pas... Enfin, j'ai spoilé, pardon. Autre délire, les mannequins... mâcher du chewing-gum, ça m'a beaucoup amusé. Et question bonnet, donc il y avait un bonnet qui tombait sur le nez. Et j'ai posé la question à Demna, pourquoi ce bonnet? Question idiote, réponse intelligente. Et donc il m'a vraiment longuement développé que c'était le bonnet que lui voulait porter en ce moment face à ce monde à feu et à sang, et que lui choisissait le bonheur. Et que ça allait lui coûter une forme d'aveuglement qu'il allait devoir assumer. C'était le moment un peu plus difficile de l'interview, je crois. Et voilà, mais c'est ça Balenciaga, il y a tout du monde, il y a l'amusement, le divertissement, et il y a sa violence, qui est aussi, qu'on le veuille ou non, et c'est une des raisons aussi pourquoi Balenciaga laisse pas indifférent, j'imagine.
Et t'as parlé à quelle star, toi? T'as pas trop parlé aux vedettes? Il y avait quelques vedettes. Si, j'ai parlé à Teddy Riner. Mais non, c'est pas Bien vrai. sûr, Teddy Riner, méconnaissable. C'est-à-dire que tout le monde est métamorphosé en Balenciaga. Quand les invités arrivent, on les reconnaît pas tout de suite, en fait. Iseult. Et Iseult, elle était démente. C'était en kabuki, en chanteur de Kiss. Kiss, ouais, génial. Balenciaga lui avait réalisé une tenue spécialement pour le défilé. Elle était super fière de dire, voilà, j'ai une tenue, je suis une taille 54, et j'ai ce privilège-là de pouvoir venir enfin habillée avec une tenue inédite en Balenciaga. C'est dément. Ah, elle faisait pas semblant d'être fière, ça c'est sûr. Ouais, c'était chouette. Elle était vraiment en joie. Et Teddy Riner? Teddy Riner, très sympathique. Voilà, c'est toujours surprenant de voir des... Teddy Riner. Ouais, très grand, très grand. Ah ouais, je me suis un peu mis sur la pointe d'épée pour pouvoir lui parler. Mais très sympa. C'est-à-dire qu'il a vraiment, ça ne matche pas forcément avec sa taille. C'est-à-dire qu'un homme aussi grand, ça fait toujours un peu peur. Et là, en fait, non, lui, il est très très sympa. Et qu'est-ce qu'il disait sur la marque? Il est ravi, il trouve ça drôle et en même temps il sait que c'est un événement important pendant la Fashion Week de Paris et Paris intéresse le monde entier en ce moment avec les Jeux Olympiques, donc pour lui il se devait de venir et il était très très flatté d'être invité. Trop bien. Là on va chez Duran Lantic, enfin toi tu vas chez Duran Lantic, on se sépare, moi je vais dans des essayages. Et on se retrouve enfin. Oh mon Julien, ça va? Ouais, ça va, écoute. On sort d'Hatline. Hatline, par Antonin Tron, au Palais de Tokyo. Tu étais en coulisses? Comment c'était en coulisses? Ça devait être chaud en coulisses, dans tous les sens du terme. Ouais, les mannequins étaient ravis de leur tenue, elles se trouvaient super sexy et je leur posais toute la question, ce qu'elles pensaient de leur tenue et le détail qui plaisait. Le détail, c'était vraiment la coupe, c'est hyper flatteur, c'est hyper sensuel, donc elles étaient ravies. On sentait qu'elles étaient très très contentes de porter ces robes. Et non, toujours fidèle. Maintenant, on commence à le connaître un peu Antonin Tron chez Hatline, donc vraiment fidèle aux autres saisons, c'est-à-dire que c'est un vrai maniaque, il check chaque détail, il n'est pas forcément à l'aise devant la caméra, on sent que l'exercice du défilé, c'est encore une épreuve pour lui, mais qu'il est aussi méga fier de montrer de sa collection. Il y a sa maman qui est toujours à côté de lui, backstage, je trouve ça super mignon de pouvoir avoir sa mère, en tout cas un de ses parents présent backstage à un de ses défilés, un peu comme voilà une figure rassurante à côté de lui. Ils se parlent pas forcément, mais ils sont côte à côte. Et la captation est filmée par ses frères, donc il y a vraiment un côté familial comme ça. C'est son mari qui gère l'entreprise aussi. Et il y avait ses invités qui étaient en Hatline. Mais il n'y avait pas besoin de faire du feu de cheminée, hein. Il faisait chaud tout seul. Hein. Oh là 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 là. Bah ouais, c'est une mode très très sexy, hein, Hatline. C'était sexy sur il y avait un premier rang. Wouhou. C'était bien. Et non, mais c'est bien de le voir porter et de voir cette réalité-là de ces robes de sirène complètement incroyables, quoi. Alors la nouveauté, c'est qu'il y a des manteaux. On a été aux essayages, il nous avait expliqué les deux motifs moi qui m'ont marqué dans l'inspi de ce défilé, c'est les moments où lui il est seul en train de faire du surf entre deux vagues sur l'eau, et l'héroïne d'un film de science-fiction à la fin, quand l'héroïne a survécu à tout. C'est ça en gros. Hein. Il y avait des zips aussi en fait sur les robes, c'est-à-dire que là les robes en drapé deviennent, elles évoluent, et donc il y a des zips qui entourent comme ça la fille, et le zip aussi qui rappelle le zip de la combi de surf, et donc du coup là elle peut vraiment la retirer comme une combi de surf, sa robe elle peut s'amuser à dézipper, elle peut l'ouvrir, elle peut faire, et du coup en fait la robe change vraiment, il y a plusieurs propositions dans une seule robe. Oui, c'est vrai qu'on peut, oui voilà, je vois ce que tu veux dire, on peut faire monter la température ou pas. Voilà. Ça c'est assez fou parce que tu vois des drapés très contrôlés et en transversal sur le corps qui s'arrêtent, qui sont tranchés par des zips. Donc l'illusion, elle est quand le zip est fermé. C'est assez fou quand même de se dire combien de personnes ont passé là-dessus. Sachant que c'est une toute petite entreprise. C'est ça aussi la beauté. Et c'est ça aussi qui fait le plaisir des femmes qui portent du Hatline. Je pense qu'elles sentent qu'elles portent un produit très spécial d'une toute petite maison, très concentrée, quoi. C'est du concentré de tomate, cette histoire. Ouais, mais avec un effet waouh vraiment digne des tapis rouges. C'est vrai, c'est parfait pour les tapis rouges. Là, on se sépare encore. Moi, je vais filmer des fittings pendant que toi, tu vas chez Mugler. J'ai un faux mot de fou. Ah ouais, j'ai trop hâte. C'est où Mugler? C'est au lycée Carnot. Ah ouais, donc lycée Carnot, ouais. Il y a des bouchons là dans Paris. Heureusement qu'on a la DS. Hein. Ouais. Mets-toi le massage à patte de chat. Ça va te reposer. Non mais vite, je vais pas perdre de temps. Ok.
Alors, je sors de Mugler. Alors comment c'était? Parce que moi j'ai rien vu. Incroyable. C'est vraiment... non mais... Mais me dis pas ça, dis-moi que c'était pas terrible et que j'ai rien loupé. Ah si, je suis désolé. Casey Cadwallader, ça devient vraiment le prince des défilés sexy. Il a trouvé vraiment la bonne recette pour faire des défilés qui scotchent tout le monde. Et c'est un des rares défilés où j'entends en fait les gens crier dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a peu de défilés aujourd'hui où les gens crient, où les gens réagissent. Et c'est des défilés qui font réagir. Et alors, je t'explique le délire. Donc, on arrive et en fait, il y a des rideaux. Il y a des rideaux partout. Et le public est dans des... Donc, ce sont des gradins qui sont installés face à des rideaux. D'accord. Et donc, en fait, il y a quand la première mannequin sort, il y a un jeu d'ombre. En fait, on voit la silhouette de la mannequin qui est projetée grâce à une lumière derrière elle. D'accord. Et ensuite, elle passe devant le rideau et là, elle défile devant les gens. Okay. Et donc, ça, c'est le premier temps du défilé. Il y a un deuxième temps qui se passe, c'est que en fait, le rideau, qui est c'est immense. Hein. En fait, ce sont des rideaux immenses, vraiment des rideaux de théâtre. Oui, c'est pas les rideaux de la cabine d'essayage du H&M de Rivoli. Le rideau tombe de manière assez dramatique et là, en fait, il y a d'autres filles derrière qui arrivent. Et en fait, Cirque du Soleil, Cirque de Mugler. C'est fou. Et en fait, derrière cette fille, il y a encore un autre rideau. Mais non. Et ce rideau, en troisième temps, va tomber également. Okay. Et en fait, toute la collection, ça va être ça. Et il y a un dernier rideau qui tombe et en fait, et qui dévoile le backstage totalement. Et donc, le quatrième mur, c'est ça qu'on appelle ça en mise en scène, je crois. Voilà, exactement. Et donc, je sais pas si vraiment le public sur les gradins a pu voir ça, mais parce qu'en fait, on est quand même très très loin du public. Mais du coup, t'étais sur scène? Oui, c'est-à-dire que toute la coulisse, tout le backstage est dévoilé au public. Oh la galère, ça nous est arrivé au défilé, tu te rappelles? De Jean-Paul Gaultier au théâtre du Châtelet. Le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, haute couture à l'hôtel du Châtelet, à la fin, et on nous avait pas prévenu. On nous avait pas prévenu. Là, on était prévenu chez Mugler, mais là, oui, on nous avait pas prévenu chez Jean-Paul. Et on s'est retrouvés sur scène. Sur scène. Toi, t'as assumé, t'es allé dans la nuée et sur toutes les photos. Oui. Moi, je me suis bien planqué derrière quelqu'un. Non, mais c'était trop irrésistible. L'image était trop folle pour pas la filmer. J'étais ravi de suivre Jean-Paul Gaultier dans la foule. Et là, il y avait un peu de ça aussi. C'était donc vraiment on se retrouve tous, mais vraiment toute la coulisse dévoilée voilà, devant tout le public. Et Casey Cadwallader s'avance pour saluer. Et la collection est folle, c'est-à-dire qu'elle est encore une fois hyper sexy. Il y a un jeu de découpe sur le cuir. Il y a beaucoup de transparence. Et les mannequins sont ravis. C'est un des défilés en fait où les interviews, elles sont un peu démentes à faire parce que les mannequins sont tellement contentes de le faire. C'est la cour de récréation pour elles. C'est-à-dire que là, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent faire des choses qu'on leur demande jamais de faire en fait sur les autres défilés. Et donc tout de suite, elles sont dans un personnage parce qu'en plus elles sont grimées. Il y a tout un make-up qui est super précis. Il y a des lèvres super rouges. Il y avait vraiment un côté très femme méchante qui est propre à Thierry Mugler. C'est-à-dire que vraiment, il est fasciné par les sorcières, il est fasciné par les femmes vampires. Et là, il y avait un peu de ça. C'était des femmes vampires. Les mannequins naturellement nous répondaient qu'elles se sentaient femmes vampire. Les méchantes dans Blanche-Neige, c'est ça? La femme qui vient de divorcer, qui est richissime et qui va se venger de son mari en étant sublime et super sexy au procès. Un peu de pas mal. Mais voilà, c'est super drôle de les interviewer. C'est un super défilé à faire et ça devient un des événements à ne pas manquer pendant la Fashion Week, officiellement. Et qu'est-ce que Casey Cadwallader t'a raconté sur la collection, sur son processus? C'était un jeu sur le layering, sur la transparence, sur la découpe. Et en star, il y avait de la vedette? Oui, il y avait Julia Fox qui était là, en look Mugler qui avait défilé la saison passée. Elle était démente. Julia Fox. Un alien. Et... Tu lui as parlé? Ouais, bien sûr. Alors ça doit être un moment de poésie, ça. Elle était très sympathique parce qu'elle avait tellement aimé le show que... C'est ça, en fait, c'est que les gens sont tellement surexcités devant ce show que tout le monde devient sympa à la fin, en fait. Tout le monde est ravi de pouvoir en parler, en fait. Tout le monde veut parler de ce défilé. Il y avait l'actrice Mia Khalifa qui est très sympa, qui a vraiment un œil mode hyper intéressant. Ah oui, c'est vrai? J'étais ravi de lui parler, ouais, bien sûr. Elle avait adoré une robe jaune qu'elle avait surnommée la robe banane. C'est ça hyper juste de l'appeler la robe banane. Il y avait Laverne Cox qui était là. Qui est une collectionneuse de Mugler avérée. Ouais, et pareil, apparemment. Grande fan du sexy de la marque. C'est vraiment, on sent que c'est des vêtements qui en fait mettent vraiment en valeur ces femmes qui veulent se montrer comme ça de manière très très sexy et très dramatique. Oui, c'est des vêtements qui sont des scénographies à elles seules, quoi. Oui. Tu l'enfiles, il se passe un truc. Le drame apparaît. Ah bah là on était dans du drama total. C'était le défilé drama de la semaine. C'est des robes du 5e acte. C'est ça, en fait. C'est des robes pour les rideaux, oui, tout à fait. C'est pour aller à l'opéra. Le budget rideau de ce défilé. Non, mais t'as pas idée. Et à la fin, le rideau s'est refermé. Mais on a cru qu'on allait mourir. J'étais avec la photographe Chris qui fait des super photos backstage. Et on se retrouve toujours tous les deux à côté. Et on a cru qu'on allait mourir. Le rideau nous est tombé dessus. C'était un gag. Très, très drôle. Ah là là, l'accident du travail tellement glamour. Mais ah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais j'ai cru que j'allais mourir sur ce défilé, en fait. Je me voyais mourir. Mais non.
oui, mais c'est flippant. Non, c'était pas flippant, oui, ça l'a été un petit peu quand même, mais c'était surprenant parce que le rideau s'est refermé vraiment comme à la fin d'une pièce de théâtre, quoi. Mais voilà, le budget rideau de dingue, les fous, quoi. Les mecs sont fous. Et un casting sublime. Et Amelia Gray qui était ravie de défiler devant sa maman. Sa maman était invitée au premier rang, donc elle était hyper émue de défiler chez Mugler devant sa mère. Il y avait Farida. Ah, il y avait Farida Khalfa qui a défilé. Ouais, elle a défilé. Elle était dans une tenue à franges rouges et ils avaient assorti le rouge à lèvres pour que ce soit exactement de la même couleur que ce qu'elle portait. Il n'y a pas de prise de tête, il y a de la justesse. J'ai hâte que tu écoutes toutes ces interviews parce que les mannequins m'ont sorti des trucs tellement drôles. Ah, il n'y a que sur ce défilé qu'on me sort des trucs aussi drôles. Ah, trop bien. Bon, bah, c'est bien. Allez, allons nous coucher. Il est 2h du matin. Bisous les hardcore. Merci d'avoir écouté.